Non, 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 ce n'est pas encore le sujet de l'année prochaine. J'entends des rumeurs qui circulent ici ou là, mais elles sont généralement parfaitement fausses. Quelqu'un m'a même dit que ce serait la bicyclette, en me demandant si ça s'élargirait jusqu'à la patinette. J'ai absolument démenti. Donc il faut attendre encore un peu, et vous attendrez avec d'autant plus de plaisir que deux événements importants vont se dérouler. D'abord la remise de notre prix... oui, Jean-Pierre, ici. Venez donc. Il y a le prix Augustin Thierry. Je vous l'avoue, beaucoup de motifs à me féliciter avec le jury, avec l'ensemble de l'équipe qui dirige les rendez-vous, de voir Jean-Pierre Filiu de la sorte couronné, honoré, célébré, approuvé. On s'en tient là. Et la raison principale, c'est qu'il a, avec Romain Gary, un point commun qui va vous intéresser peut-être, et dont vous ne vous doutez pas. Vous savez que Romain Gary a eu 2 fois le prix Goncourt. Une fois lui-même et une fois par serait reçu. Eh bien, c'est sous son nom conservé que Jean-Pierre Filiu a eu une première fois, mais le prix n'était pas exactement le même, le prix Augustin Thierry. Et la qualité de son nouveau livre était telle que, contre l'idée qu'après tout, cet honneur n'était pas forcément répété, le jury a pensé qu'il s'imposait néanmoins d'inscrire Jean-Pierre dans la ligne de Romain. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés. C'est une première satisfaction. La seconde, c'est que je peux, sans être indiscret, dire que nous nous connaissons depuis très longtemps, puisque vous aviez même participé à un séminaire sur l'histoire des médias, puisque vous avez même rédigé et ensuite publié, sous ma direction, une thèse sur mai 68 à l'ORTF. Mai 68 à l'ORTF. Et alors, par un chemin qui n'était pas d'une logique absolue, enfin, on peut peut-être retrouver rétrospectivement quelques raisons, vous avez, non sans sagesse, pensé que vous pourriez aborder un autre champ immense, essentiel, dont vous êtes devenu aujourd'hui un spécialiste. Il ne peut pas y avoir, j'en suis le témoin, un moment, un événement un peu important dans le monde de l'islam sans qu'aussitôt BFM TV, iTélé, toutes sortes de journalistes, tous éminents, vous appellent pour vous demander si c'est vrai. Comme vous ne savez pas forcément que c'est vrai, mais enfin bon. En réalité, c'est parce que vous avez acquis en quelques années une place singulière dans le monde des spécialistes de l'islam et de ce monde que nous avons tellement besoin de comprendre mieux. Une série de livres, fruit à la fois de votre compétence de diplomate. Vous avez été en poste dans plusieurs pays arabes depuis que vous avez décidé de rallier ce monde, cet univers. Et vous avez d'autre part, récemment encore, par exemple à Alep, fait du reportage sur le terrain, dont vous avez tiré un très très beau livre. Je ne vais pas énumérer votre bibliographie, parce que comme vous avez tous acheté le livre dont il s'agit, vous trouverez les œuvres complètes de l'auteur à l'endroit habituel, en réalité, d'un livre. Mais je voudrais vraiment vous dire à quel point ce livre est apparu important. Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération. Vous avez eu la conviction, et cela nous convient très bien à Blois, qu'on ne peut rien comprendre de l'agitation immédiate, des préoccupations, des angoisses, des incertitudes, sans remonter en arrière. Et vous êtes remonté en arrière de 2 siècles pour nous raconter cette histoire et pour nous faire réfléchir à la nécessité de refuser toute idée à court terme de détermination. Et en nous rappelant tout ce que l'histoire de l'islam emporte de potentialité, de civilisation haute, de générosité, et en somme, si je vous ai bien lu, je ne crois pas m'avancer trop, de possible conciliation entre le principe des Lumières et le principe de l'islam. Et c'est pourquoi ce livre est non seulement très intéressant, très stimulant, on ne le lâche pas, mais en plus il est très revigorant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'oreille très fine pour entendre tellement de discours pessimistes, chagrins et autres, pour se dire que, sans aucune illusion que les choses soient faciles, vous n'êtes pas à cet égard du tout un illusionniste, pouvoir lire d'un auteur désormais reconnu, essentiel dans ce domaine, pouvoir lire des pages qui vous disent cela, je dois dire qu'on s'en félicite. Je ne m'étonne pas que le jury, auquel je n'appartiens pas, mais qui néanmoins m'a paru avoir beaucoup de sagacité, que ce jury vous ait choisi cette année pour vous dire la considération qui va vers vous, la gratitude, et pour beaucoup d'entre nous, l'affection.
Merci beaucoup, cher Jean-Noël. Merci à vous, jury de Blois. Merci à vous toutes, à vous tous. Blois est une ville qui, décidément, me porte chance et je ne saurais trop lui en être reconnaissant, ainsi qu'à toute l'équipe qui a organisé ces rendez-vous de l'histoire. 18e édition, c'est l'âge adulte. Et à tous ceux qui font que cette manifestation vit par leur participation active. Je suis d'autant plus ému que, même si j'ai bientôt 54 ans, je ne suis somme toute qu'un jeune historien m'étant, on ne va pas dire égaré, mais étant allé dans des chemins de traverse diplomatique pendant près de 2 décennies avant de revenir à cette discipline où Jean-Noël Jeannet a été mon maître en dirigeant cette thèse. Et aujourd'hui, il reste la référence tout en étant l'ami. Merci à Jean-Noël une fois encore. Oui. Oui. Le président du festival m'y autorise-t-il, parce que je ne voudrais quand même pas, vous savez, il y a la blague habituelle, je suis la seule personne qui me tient entre vous et le buffet, donc je suis la seule personne qui se tient entre vous et Bernard Guetta, donc je ne vais pas abuser de ce privilège. Je voudrais remercier aussi les 4 personnes que je remercie dans le livre, sans qui il n'aurait pas existé, tout simplement. D'abord Hugues Jalon, le président directeur général des éditions La Découverte, qui en fait a eu l'idée de ce livre après avoir entendu une conférence Ernest que j'avais fait à l'école normale supérieure, donc 2 siècles résumés en 15 minutes. Il m'a dit, moi je veux pas les 15 minutes, mais je veux la version d'1 heure. Et il a été un éditeur dans le sens le plus noble, mais aussi le plus exigeant du mot. Ici, dans cette même salle, au cours de la réunion des amis de la revue L'Histoire, on disait à quel point la revue L'Histoire avait permis à certains d'améliorer leur style et leur écriture. On a toujours besoin de quelqu'un pour améliorer votre écriture, et Hugues Jalon m'a beaucoup réécrit, je ne vous dirai pas combien de fois, en tout cas il m'a beaucoup fait réécrire, excusez-moi, et je crois que le livre en est grandi. Je voulais aussi remercier, comme je le fais dans le livre, Henri Laurence, titulaire de la chaire d'histoire du monde arabe et musulman contemporain au Collège de France, qui vient d'achever sa formidable histoire de la question palestinienne. C'est le 5e tome, La paix impossible, qui est sorti en tout point monumental. Je remercie aussi un ancien docteur devenu à la fois collègue et ami, Mathieu Tchimino, mais qui n'a pas encore le recul nécessaire, il ne m'a pas assez corrigé. C'est le seul reproche que je lui aurais fait dans sa relecture, mais je tenais à le remercier. Puis remercier mon fils, Diego Filiu, qui est un des relecteurs, qui aujourd'hui a bientôt 20 ans et étudiant à Columbia sur, aux surprises, les études de Moyen-Orientale, et dont je sais qu'il a la tête bien faite, je le savais, mais je sais aussi qu'il a la tête solide, vu qu'il y a un peu plus d'1 an, il prenait une balle en caoutchouc israélienne en pleine tête, et que, eh bien, il en est sorti grandi de cette épreuve, et que ce regard qu'il a porté, très exigeant sur ma propre écriture, m'a été utile, de même que le regard des étudiants sur notre enseignement est absolument capital pour que nous continuions à accomplir ce qui est notre mission, dans le sens, avouons-le, le plus noble du mot, qui est la transmission. Donc transmission du maître à l'élève, transmission du père au fils, transmission effectivement du professeur aux étudiants. Mais je voudrais, avec une émotion dont vous savez qu'elle est profonde et sincère, dédier ce prix aux Syriennes et aux Syriens, qu'on oublie trop longtemps. La matière de ce livre a fourni l'enseignement que j'ai délivré dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie cet été, auprès de femmes et d'hommes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de rentrer dans un pays débarrassé de la tyrannie. Donc sur ces mots, et avec toute cette émotion, je vous remercie encore 1000 fois, et à bientôt pour les nouvelles, le prochain rendez-vous. Merci encore.
voyez quelle chaleur vous entoure. C'est assez fréquent à Blois. Et je suis sûr qu'un accueil également très, très amical et très affectueux va entourer maintenant la conférence de Bernard Guetta. L'amitié et l'affection, je les lui porte depuis longtemps, mais cela n'a pesé en rien dans le choix que le conseil scientifique, Francis Chevrier et moi-même, nous avons fait pour demander à Bernard d'affronter ce qui est un des moments les plus solennels et d'endosser une des fiertés qui sont les plus justifiées dans nos rendez-vous d'histoire de Blois, c'est-à-dire, non, ça va venir quand même, Est-ce que c'était prévu, Francis? Nous avons tous pensé que Bernard était l'homme qui pouvait le mieux possible conclure ces rencontres, ces rendez-vous de cette année, à la fois par son tempérament, par son caractère. Je ne savais pas quel titre il choisirait, nous ne savions pas, en vérité. Le rire posthume des empires, cela nous a convenu assez bien parce qu'il s'y mêlait le sens de la longue durée. Posthume, c'est même de la mort, quelque part. Et en même temps, le rire, c'est-à-dire cette distance de l'amusement, de la gaieté, à quoi nous sommes ici, je crois que vous en témoigneriez tous autant que moi, profondément attachés. Alors comment ce commerce va s'organiser entre la mort et le rire, nous allons le savoir dans un instant. Et nous sommes impatients de le faire, d'autant plus que nous sommes tous informés de qui est Bernard Guetta. La plupart d'entre nous, nous l'écoutons chaque matin. Ça dépend un peu de nos rythmes. Évidemment, il y en a qui se lèvent plus tôt, d'autres plus tard, mais ça pivote assez bien autour de 8h17, c'est ça? 17, c'est bien ça. Donc, il y a ceux qui, vous savez, qui se lèvent très tôt, qui, comme Valérie, disent à peine sorti des sables, je fais des pas admirables dans mes pas de la raison. Alors, ceux-là, ils trouvent Bernard et sa raison est évidemment familière. Ceux qui se lèvent plus lentement, qui au contraire sont stimulés au moment où ils émergent encore de leurs édredons. Bernard est parmi tout le monde des commentateurs, des éditorialistes, des journalistes français, l'un des plus autorisés pour parler des questions qui nous ont aujourd'hui rassemblés. Il est d'abord reconnu dans sa profession à une hauteur qui est rare. Il est un de ceux qui a eu le prix Albert Londres. Et vous savez quel prestige entoure cette distinction. Bernard Guetta a été formé, sa rubrique Wikipédia, que j'ai relue, je n'aurais pas relu sans ça, nous informe là-dessus, a été formé dans les eaux d'un gauchisme très constructeur. Et puis progressivement, une certaine distance s'est prise à mesure, je ne dirais pas que la réalité le rejoignait, qu'il rejoignait la réalité, mais il reste très enrichi par cette expérience, commencé très très jeune, 13 ans, 14 ans, son premier journal, c'est une vocation, comme vous voyez, ancienne, mais qui s'est ensuite enrichi dans une école de journalistes prestigieuse et enrichi dans plusieurs journaux, au Nouvel Observateur, au Monde surtout, je dirais surtout, oui, parce que c'est là que Bernard Guetta a rencontré pour la première fois la pleine notoriété comme correspondant à Vienne, et puis surtout, comme correspondant en Pologne au moment des événements essentiels des années 1980, où il a tissé un réseau d'amitié très durable, je le sais, et qui ont contribué largement à ce qu'il puisse se faire que dans nos pays, nous comprenions mieux ce qui était en train de bouger. Les recueils d'articles qu'il a pu publier témoignent d'une lucidité prémonitoire sur les mouvements de ce monde en un temps où beaucoup n'avaient pas pris la pleine mesure. Et puis ensuite, en Russie, il a fallu que le visa soit donné, donc il a fallu un petit intervalle du côté de Washington. Et ensuite, tout s'est très bien passé. Le séjour en Russie s'est parfaitement déroulé. Je me rappelle, nous étions rencontrés lorsque nous étions allés apporter avec quelques-uns, après le défilé du 14 juillet 1989, la déclaration des droits de l'homme en haut de l'Elbrouz. C'est important. Il me paraissait que c'était important d'être là. Malgré l'influence de Bernard, il n'a pas empêché que le refuge où nous l'avons mis est brûlé quelques années plus tard, mais nous n'y avons vu aucune métaphore. L'essentiel, c'est que cet apport à la réflexion française et aussi italienne, beaucoup d'articles parus en Italie, a compté beaucoup. Et ensuite,
responsabilité à l'expansion, Nouvel Observateur, l'activité d'animateur d'équipe a été très importante. Analyse de toutes sortes. Et j'y reviens pour finir provisoirement, France Inter. France Inter, où il y a là tous les prestiges de la radio, qui est un excellent média et qui permet d'être présent partout dans l'intimité des uns et des autres. Et en même temps, avec l'énumération quotidienne des analyses, de constituer un vrai corps de doctrine, une vraie réflexion géopolitique sur l'état du monde, sur l'état de la France et sur l'état de l'Europe. Le dernier livre de Bernard a été consacré à ce qu'on peut appeler un acte de foi en faveur de l'Europe. Une intime conviction, c'est le titre du livre. Et ce regard sur l'Europe, qui évidemment n'est pas un empire, ce regard sur l'Europe était fait par comparaison avec des empires de l'histoire et parfois de notre monde encore, pour éclairer tout cela de la manière la plus précieuse possible pour nous tous. Je n'en dirai pas davantage, sinon pour remercier Bernard d'être ici parmi nous et d'avoir accepté la présidence des Rendez-vous de l'Histoire en 2015. Merci Jean-Noël de ces mots trop gentils. Merci au Conseil scientifique de m'avoir confié cette redoutable tâche et cet immense honneur. Mais allons-y. Les empires, nous le savons tous, ont mauvaise presse. On prononce le mot empire et l'on pense à des événements récents. On ne remonte pas jusqu'au 19e et encore moins plus haut. On pense l'Algérie, la torture, le massacre de Sétif au moment même où l'Europe célébrait dans la liesse sa libération du nazisme. On pense, parce qu'un livre formidable a été publié il y a une poignée d'années là-dessus, à ce qu'a été la prédation belge au Congo, une monstruosité sans pareille. On pense à ces populations réduites au statut de population de seconde zone dans leur propre pays par la colonisation. Mais si l'on remonte plus loin, au 19e seulement, on trouve là, je crois, les racines de cette mauvaise réputation des empires. Car au 19e, s'affrontent finalement sur notre Europe, dans notre Europe, sur notre continent, s'affrontent deux visions de l'ordre. L'ordre juste, l'ordre des droits de l'homme, l'ordre de la République, l'ordre de la démocratie, réinventé par la Révolution française, projeté sous forme d'idées, mais aussi parfois de boulets de canon et de balles, sur tout le continent. Et puis la résistance de l'ordre ancien, de la négation des Lumières, de la négation des libertés, celle des nations comme celle des individus, de la négation de la démocratie. Qui incarne cette négation? Qui se mobilise dans une sainte alliance bientôt contre les idéaux de la Révolution française? Et bien évidemment, les empires. Les empires. Et à ce moment-là, les empires ne sont plus seulement les prisons des peuples. Vous savez qu'on a utilisé l'expression aussi bien pour l'Empire russe que pour l'Empire austro-hongrois. Non, ils sont aussi les négations, encore une fois, de la liberté, tout simplement. Et puis, au XXe, finalement une poignée de décennies plus tard, deuxième raison de ne pas aimer les empires, c'est que les empires deviennent coloniaux après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, fondamentalement, il y avait eu quelques anticipations, mais fondamentalement après la Première Guerre mondiale.
Et ce colonialisme accentue, approfondit la mauvaise réputation des empires, car les empires n'étaient alors plus fondés sur la dilatation d'un centre et la continuité territoriale d'ensembles régionaux, géographiquement, culturellement, religieusement cohérents, mais sur la conquête, au-delà des mers, au-delà des océans, de territoires sur lesquels nous allions, nous, Européens, par appât du gain, naturellement, par esprit de rapine, disons-le. Et deuxièmement, pour nous affirmer les uns par rapport aux autres sur le territoire de notre vieille Europe. L'empire, sous-entendu colonial, est alors devenu, au XXe siècle, jusqu'à la décolonisation, 60 ans, 70 ans plus tard, l'incarnation de la domination des mondes non européens par les puissances européennes. Il est ainsi devenu le symbole de l'abaissement de civilisations entières, de civilisations diverses, par une autre civilisation, la civilisation européenne, d'une injustice internationale s'ajoutant aux injustices nationales des empires européens d'antan, qu'ils soient russes, ottomans, austro-hongrois. Autant dire que la détestation des empires n'est nullement infondée. Nullement. Et pourtant, observons d'abord que les empires n'ont pas toujours été partout, pas partout en tout cas, les abominables prisons des peuples que l'on a dit à l'époque. Pensons aux Hongrois. Une gorgée d'eau ne leur fera nul mal. Pensons à ces Hongrois qui étaient les premiers à protester dans l'Empire austro-hongrois, pourtant dans la double monarchie. Leur vie était très loin d'être invivable sous l'Empire des Habsbourg. L'Empire des Habsbourg, il suffit de relire les merveilleuses pages qui consacre Stefan Zweig dans ses mémoires d'un Européen, était un ensemble petit bourgeois, très largement tolérant, totalement conservateur, mais profondément rassurant. La valeur de la rente n'y bougeait pas. L'ordre social y bougeait peu. L'empereur était une figure paternelle. Une prison des peuples, cet empire, oui, puisque des peuples s'y considéraient comme prisonniers, évidemment avec de bonnes raisons. Mais cette prison, mon Dieu, n'avait vraiment rien d'inhumaine et beaucoup d'avantages. Prenons maintenant l'Empire ottoman. Il était moins tolérant, j'entends dans le domaine des idées et de la politique, que l'Empire austro-hongrois. Était-il pour autant invivable? Je n'en suis pas certain, je suis profondément convaincu du contraire, et observons que l'Empire ottoman a commencé, à la fin du XIXe, à devenir brutal, sanguinaire et bientôt génocidaire, comme nous l'a rappelé la célébration, la commémoration du génocide arménien de 1915, qu'au moment où il s'est senti menacé dans sa survie d'empire. C'est au moment où l'Empire ottoman a commencé à se réduire à ce qui allait devenir, si l'on peut dire, un État-nation
État-nation binational entre les Kurdes et les Turcs, je ne sais pas comment il faut dire, mais fondamentalement un État-nation dans sa diversité, c'est à ce moment-là que l'Empire devient ce qu'il est devenu au début du XXe siècle et dès la fin du XIXe. Observons en deuxième lieu que les empires austro-hongrois, ottomans et russes faisaient coexister autour d'un centre fort des populations limitrophes, diverses, imbriquées, inextricablement imbriquées dans les Balkans, dans certaines parties de l'Europe centrale et bien évidemment dans le Proche-Orient de l'Empire ottoman, on ne le voit que trop aujourd'hui, que ces empires étaient les garants, oui, les garants de la coexistence de ces populations diverses et leur donnaient le poids et la force de l'unité de grands États, que ces empires n'avaient rien en un mot d'artificiel, mais comblaient un vide, des vides, et répondaient finalement, qu'il les sût ou non, qu'importe, mais de facto répondaient finalement à des intérêts communs ou en tout cas convergents. Observons en troisième lieu que même les empires coloniaux n'ont pas été que brutale injustice, ce qu'ils étaient, bien sûr. Ils l'étaient fondamentalement. Mais les réduire à l'injustice de leur brutalité ou à la brutalité de leur injustice me semble, et commence à sembler, avec le recul, bien étrangement manichéen, pour ne pas dire aveugle, et que ces décalages de développement dont les empires coloniaux avaient profité pour se constituer par la force, eh bien, ces décalages, ils les ont assez largement comblés dans les pays qu'ils colonisaient. Alors, bien sûr pas, ou très très peu, ou infiniment peu, au profit des populations colonisées, mais au profit des pays colonisés, certainement. Je voudrais, pour illustrer ce point, citer une phrase, apocryphe ou pas, je ne sais plus, qu'importe. Une phrase attribuée au général de Gaulle qui a dit ou aurait dit, qu'importe encore une fois, l'Algérie restera française comme la Gaule est restée romaine. Je répète cette phrase car sa profondeur me semble mériter répétition. L'Algérie restera française comme la Gaule est restée romaine. Nous savons tous que la Gaule est restée romaine. En quoi est-elle restée romaine? Par l'héritage de Rome, que la Gaule a digéré et fait sien, mais dont elle a évidemment été nourrie et dont elle a évidemment profité. Eh bien, cette chose que je n'aurais sans doute pas osé dire aussi tranquillement et directement il y a 20 ans, car il y aurait déjà eu des protestations dans la salle, on peut commencer à le dire aujourd'hui d'autant plus tranquillement que c'est en Algérie qu'on le dit le plus clairement et le plus bruyamment. Observons en quatrième lieu que Vienne, Moscou, Paris, Londres et même Istanbul sont restés non pas les capitales au sens politique et institutionnel et juridique du terme, mais certainement les villes lumières des empires disparus dont elles étaient le cœur. Une autre situation algérienne, mon avant ou avant-avant-dernier voyage en Algérie, je l'avais fait quelques semaines avant la dernière élection présidentielle française.
Il se trouve qu'au même moment, il y avait en Algérie des élections, si je ne me trompe pas, législatives, peut-être régionales. Non, je crois bien que c'était... Enfin, bref, des élections. Et il y avait, sur les trottoirs, devant les écoles, devant les mairies, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ces mêmes panneaux électoraux avec les photos des candidats et leur profession de foi que nous voyions ressortir à chaque campagne électorale en France. Quand je dis les mêmes, ce n'est pas approximativement les mêmes, non, c'est très exactement les mêmes. Et Dilem, le plus grand des caricaturistes algériens, une immense tête politique et un immense talent de graphiste, avait représenté deux Algériens remontant l'enfilade interminable, parce qu'il y avait 15 ou 18 candidats par circonscription, remontant l'interminable enfilade de ces panneaux électoraux, et le premier disait au deuxième « Mais et toi, tu votes Hollande ?» Vous savez, ce dessin-là, il vaut bien la phrase attribuée ou de Gaulle. L'Algérie restera française, etc., etc. Ce dessin, il disait une infinité de choses. Et il disait notamment que le soir, en Algérie, un nombre énorme, gigantesque de foyers se branchent sur les télévisions françaises pour regarder l'un ou l'autre de nos journaux télévisés. Je peux vous dire qu'un chroniqueur d'une grande radio nationale qui se rend en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on lui dit « Ah, vous êtes truc !»« Ah oui, mais je vous écoute tous les matins. » Parce qu'on écoute la radio en question, dans le Maghreb, anciennement français. Et on l'écoute beaucoup. Et on l'écoute énormément parce que Paris reste la ville de référence, reste la ville des Lumières, et qu'on regarde vers Paris, aussi patriote, marocain, algérien ou tunisien que l'on soit. Observons enfin, et peut-être surtout, que ces empires défunts, disparus, qui ne renaîtront pas, c'est mon intime conviction, c'est la nôtre à tous, qui ne renaîtront pas, en tout cas pas sous leurs formes anciennes, sont toujours présents sur les cartes des conflits. Regardez les cartes des conflits et vous verrez ressortir en creux les cartes des empires défunts. Mais comment, me direz-vous, l'empire austro-hongrois, où est-ce qu'il est ressorti? Ah ben, prenez le début de la guerre de Yougoslavie. Quel est le premier État constituant de la Fédération de Yougoslavie qui se... Comment on dit ça courtoisement, poliment, enfin, qui sort de la Fédération, enfin, qui se taille la route, quoi. La Slovénie. Pourquoi la Slovénie? Parce qu'elle y a été très activement, discrètement, mais très activement encouragée par l'Autriche, qui n'est plus l'Autriche-Hongrie, qui n'est plus l'Empire austro-hongrois, mais qui se souvenait que la Slovénie avait fait partie de son empire, avec laquelle elle avait gardé des liens extraordinairement profonds. Et oui, l'ancienne appartenance de cette petite Slovénie à l'Empire austro-hongrois a précipité, et pas pour le meilleur d'ailleurs, évidemment pas, les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Mais ce n'est pas tout. Il reste évidemment une intimité linguistique, mais aussi culturelle. Ah bon, évidemment, entre la Grande-Bretagne et son ancien empire, évidemment, entre la France et son ancien empire, mais entre l'Espagne et l'Amérique latine. Demandez aux éditeurs ou aux patrons de presse quelle est l'importance
des marchés latino-américains pour eux. Elle est absolument fondamentale. On pense Amérique latine tout autant qu'Espagne quand on publie un livre en Espagne. Le rôle d'El País et de bien d'autres journaux quotidiens ou hebdomadaires espagnols dans le débat public en Amérique latine est très très grand. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, beaucoup de ressortissants latino-américains sont revenus des siècles après en Espagne. Il y a maintenant 15 ans, 20 ans, ce mouvement s'est arrêté, mais il a été très important en se réclamant d'une nationalité espagnole qu'il pouvait prouver en ligne directe. Ces liens sont très étroits. Il reste, autre exemple, une proximité telle entre la France et ses anciennes colonies arabes et africaines que la France reste un acteur essentiel de ces régions du monde. L'ambassadeur de France au Liban n'est pas un ambassadeur parmi d'autres. Je vous le garantis. Il est l'ambassadeur de France. Et c'est quelque chose de très particulier. L'ambassadeur de France en Algérie, pour la délicatesse extrême de sa mission, n'est pas non plus un ambassadeur comme les autres à Alger. Mais la France est aussi l'intermédiaire privilégié entre ses anciennes colonies et le reste de l'Union européenne. Dès que l'on parle d'accords commerciaux, d'avantages, d'échanges culturels, économiques, industriels, agricoles, naturellement. Mais ce n'est toujours pas tout. Si le français, notre langue, progresse et non pas régresse aujourd'hui par le nombre de locuteurs de par le monde, ce n'est pas grâce à la bonne santé de la natalité française. Non, c'est parce que l'Afrique francophone connaît aujourd'hui un boom démographique tel que notre langue véhiculaire, non pas unique, mais véhiculaire de nos anciennes colonies, est aujourd'hui en plein développement. Par parenthèse, en Algérie, on n'a jamais autant parlé français qu'aujourd'hui, et certainement pas du temps de la colonisation. Revenons en Europe et observons que si l'Allemagne, la puissante, très peuplée, très riche Allemagne, a remplacé évidemment l'Autriche dans l'ère qui avait été celle de l'Empire austro-hongrois, cet espace germanique, culturellement, linguistiquement, commercialement germanique qu'avait été l'Empire austro-hongrois, se survit, mais parfaitement bien dans ses frontières de l'époque, aujourd'hui, dans l'ère d'influence très privilégiée que l'Allemagne a dans cette région du continent. Passons la Manche. Le Commonwealth, c'est une réalité, et pas seulement institutionnelle, c'est une vraie réalité qui fait se survivre aujourd'hui l'Empire britannique, non pas du tout sous forme d'empire, mais évidemment de zones d'aires d'influence. Et que dire, cher Jean-Pierre Filiu, de l'Empire ottoman? Et que dire de l'Empire ottoman? Les islamistes turcs, à la fin du siècle dernier, au début des années 2000, se sont convertis à la démocratie, à l'alternance et à la laïcité. Leur conversion a eu un retentissement, une influence dans l'ensemble du monde arabe, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'ex-empire
empire ottoman. C'est cette évolution des islamistes de l'ancienne capitale, de l'ancienne métropole, qui a suscité, non pas une adhésion partielle et des débats furieux, mais des débuts d'évolution considérables dont témoigne aujourd'hui la Tunisie, qui vient de remporter le prix Nobel de la paix. Les islamistes turcs, ceux de M. Erdogan, ceux de l'AKP, ont été si ravis de voir cette permanence, finalement, ottomane dans le Proche-Orient, qu'ils avaient conçu une idée assez brillante et qu'ils avaient commencé à réaliser très vite, qui s'appelait le néo-ottomanisme, qui était de retrouver dans les frontières de l'Empire ottoman, dans les ex-frontières de l'ex-empire ottoman, la même influence qu'avait eue l'Empire, mais non plus par la force, non plus par la domination, mais par l'influence politique, intellectuelle et le développement de liens commerciaux et industriels. Et on a vu effectivement, dans la première décennie des années, de ce siècle, un boom des exportations turques vers les terres de l'ancien empire, une présence des entreprises, notamment de construction turques, dans ces pays, tout à fait stupéfiante. Tout cela, a été remis en question par les printemps arabes, les suites, etc. On n'en est plus là du tout. Mais souvenons-nous de cela. C'est tout frais, c'est tout récent. Et puis enfin, cet empire ottoman, il existe toujours dans l'explosion des États artificiels dessinés par la France et la Grande-Bretagne, les deux puissances coloniales qui s'étaient partagées les décombres de l'Empire ottoman. Ces frontières nationales, je mettrai beaucoup de guillemets, mais enfin bon, disons nationales, explosent les unes après les autres et explosent au profit de nouveaux États qui sont des États en gestation, qui n'en sont encore qu'à leur premier balbutiement, et cela dans des bains de sang abominables, mais au profit d'États identitaires, qu'ils soient religieux, ethniques, les deux. Et ces nouvelles frontières en gestation, eh bien, sont exactement celles de ces communautés que la Sublime Porte faisait coexister dans un cadre politique unique, en respectant leur particularisme, et même souvent, à des degrés qu'on a oubliés, leur autonomie. Que dire enfin de l'Empire russe, qui, non content de se survivre dans la Fédération de Russie, qui reste l'État le plus étendu du monde et un État multinational, se survit également dans les entrelacs des populations que l'Empire russe, celui des tsars, puis l'Union soviétique, avaient mêlées dans les pays de l'Empire qu'on a ensuite appelés les républiques fédérées de l'Union soviétique, ou plus simplement, dans le langage courant, les républiques périphériques. On a tous en tête les russophones d'Ukraine, mais regardons la composition de la population des pays baltes. 20, 30, 40%, non pas de Russes, mais il faudrait dire de Soviétiques, de gens venus dans les pays baltes, de toutes les régions, républiques, nations de l'ex-empire. Ne parlons pas du Kazakhstan, la présence russe y est immense. Ne parlons pas de l'Arménie, la présence russe et l'influence russe y sont considérables, etc. C'est ainsi qu'on entend aujourd'hui retentir le rire des empires défunts, leur rire posthume
qui vient nous lancer au visage, dans beaucoup de langues du monde, I told you so, ja tak wam skazal, je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit que vos États-nations, ça ne marcherait pas si bien que cela. Et de fait, il ne marche pas si bien que cela. Il ne marche pas si bien que cela parce qu'ils éclatent, parce qu'ils ont toujours besoin, militairement, économiquement, culturellement, des anciennes métropoles, parce que parfois, ils échouent bien plus lamentablement que n'échouaient et que n'ont échoué finalement les empires. Les empires, aussi détestables qu'ils aient pu être, par bien des aspects, par trop d'aspects, à trop de moments, les empires n'étaient pas qu'artificiels. Ils n'étaient pas artificiels, mais répondaient à des faiblesses, à des besoins, à des continuités territoriales, à des entrelacs de communautés qu'il fallait faire coexister, à l'un ou plusieurs de ces facteurs, et rarement, parfois, mais rarement, à aucun d'entre eux, c'est-à-dire à la simple force brutale de la conquête. C'est la raison pour laquelle l'une des grandes tâches immensément difficiles de ce siècle sera de réorganiser les convergences d'intérêts qu'exprimaient, partiellement, mais qu'exprimaient les empires. De les réorganiser, naturellement, pas sous la forme impériale, naturellement, sous la forme de souveraineté volontairement partagée au nom d'un bien commun, d'un intérêt supérieur et commun. On pense immédiatement à celle qui a donné l'exemple, l'Union européenne, les communautés. L'Union est mal aimée aujourd'hui de ses citoyens, l'Union traverse 22 crises en même temps, mais quand on regarde les sondages, on trouve très très peu de pays, peut-être un seul, la Grande-Bretagne, où des majorités semblent s'affirmer réellement pour une sortie de l'Union européenne. Autrement, les questions sont « qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne, de l'euro ?» Tout le mal possible, c'est abominable, c'est dégoûtant. Vous voulez sortir de l'euro? Non, jamais. Vous voulez sortir de l'Union européenne? Encore moins. Ben, les peuples ne sont pas idiots. Les peuples voient bien que cette union, fondée sur des souverainetés partagées, sur des souverainetés déléguées, volontairement déléguées et partiellement déléguées, correspondent évidemment aux besoins, aux intérêts, aux nécessités des peuples de l'Union, de nos peuples. Et sortons d'Europe. Vous avez peut-être suivi, il y a quelques semaines, la crise heureusement résolue, pour l'instant en tout cas, au Burkina Faso. Général partisan d'un dictateur déchu qui veut faire revenir au pouvoir les amis du dictateur déchu, tentative de coup d'État, résistance populaire très forte. Mais qui, finalement, résout la crise? Qui impose, littéralement impose, un compromis de paix? Une organisation régionale qui s'appelle la Communauté économique des États d'Afrique occidentale. Eh bien, si vous prenez la carte de cette CEDEAO, c'est exactement à 3 virgules près. À 3 virgules près.
la carte de l'Afrique occidentale française. Observez que sur tout le continent africain se multiplie la constitution récente ou déjà ancienne, fragile ou déjà solide, d'organisations subcontinentales, d'organisations régionales. Observez que l'Union africaine, qui regroupe tous les pays d'Afrique, évidemment sur le modèle de l'Union européenne, beaucoup moins développée, beaucoup moins installée, mais évidemment sur le modèle de l'Union européenne, n'est plus qu'un immeuble avec un tas de drapeaux sur sa façade. Elle est déjà petitement, faiblement, mais elle est déjà un acteur continental, et notamment en ce moment dans la coordination de la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Au Nigeria et dans tous les pays limitrophes. Observez que vient de l'Union européenne des tentatives, on n'en est encore qu'aux tentatives, et puis on va en rester aux tentatives pour longtemps étant donné l'état du Proche-Orient, mais des tentatives intelligentes, nécessaires, pensées, d'organiser le dialogue, la coopération et la complémentarité entre les deux rives de ce lac intérieur qu'est la Méditerranée que l'Empire romain appelait Mare Nostrum, à nous, des deux rives. Observez que s'il y a un moyen solide, réel, à long terme, d'organiser la stabilité du continent Europe, ce sera par la négociation et la conclusion de nouveaux accords d'Helsinki entre les deux piliers du continent européen, que sont l'Union européenne et la Fédération de Russie, deux ensembles multinationaux, dont les systèmes politiques sont évidemment très, très différents. Mais c'est une autre question. Observons que les États-Unis et bien d'autres pays des rivages pacifiques viennent de signer un accord de libre-échange parce que les États-Unis et ces pays se rendent bien compte qu'il fallait organiser, puisqu'ils l'ont fait, qu'il fallait organiser cette région pacifique, demain avec la Chine. Observez que dans une sous-région de l'Asie, il existe une organisation qui s'appelle l'ASEAN, je crois que c'est l'acronyme anglais, en français c'est l'Organisation des Nations du Sud-Est asiatique, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, ça va? Bon. L'ASEAN, en tout cas, et l'ASEAN, véritablement, est déjà une organisation régionale puissante dont le rôle politique dans chacun de ces pays membres devient chaque année de plus en plus important. Alors, si l'on veut résumer le propos, grâce notamment à la Révolution française et à ses suites, grâce fondamentalement à la colère de nations et de peuples qui voulaient se gouverner eux-mêmes, le temps des empires est révolu. Il n'y aurait pas de raison de pleurer sur eux. Nous sommes passés, et nous en sommes toujours là, par l'étape des États-nations. Mais on s'aperçoit que les États-nations, il y a des exceptions, mais que les États-nations, globalement parlant, si on prend tous les continents d'un coup, ça ne marche pas beaucoup mieux que les empires, et souvent beaucoup moins bien. Alors, espérons, c'est en tout cas mon vœu, que l'histoire, que nous entrions dans une troisième étape, celle des unions volontaires d'États indépendants et souverains. Union volontaire qui comblerait les besoins que comblaient les empires sans en avoir aucun des défauts. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
je vous remercie et je remercie surtout les organisateurs des Rendez-vous de l'Histoire. Je n'ai pas murmuré à l'oreille de Bernard le sujet que je vais maintenant vous présenter. Mais auparavant, je veux, votre nom à tous, le remercier pour cet éclairage très précieux sur notre monde tel qu'enraciné dans la longue durée. Alors oui, maintenant, vous savez à quel point je vous fais rarement languir. Vous savez que notre rituel veut que j'aille tout droit au but et que je vous communique la décision que nous avons prise. Cette année, le sujet se résumera en un verbe seulement. Un verbe pour vous laisser un bref instant cogiter, c'est pas cogiter. Pour vous laisser un bref instant vous interroger sur ce que nous avons décidé de... C'est un sujet qui va être très bien. Un sujet qui va nous permettre, comme d'ordinaire, de traverser les temps et de parcourir les espaces sous tous les angles de la curiosité historienne et civique. Où on a assez joué, je vais vous dire ce que c'est. Le verbe, c'est partir. J'ai masté ce bref moment où vous hésitez entre la sidération, le blâme, l'approbation, et où commence, je le vois bien derrière tous vos fronts, de s'élaborer déjà les curiosités que nous avons pu déterminer entre nous avec un tout petit peu d'avance. Mais ça, c'est le jeu. Partir, vous voyez bien, partir, c'est l'actualité des migrations, c'est le plus sombre des déportations, des mouvements de peuple, et c'est aussi le plus féerique des rêves, des utopies, dis-moi ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, hein, jusqu'où Baudelaire, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où va-t-on, comment, à titre individuel, on peut chercher ailleurs, sans que ce soit forcément les drames de l'exil. L'exil, ça fera partie, bien sûr, de notre... Quel beau, quel important sujet de notre curiosité, les rencontres, nous parlerons forcément des frontières, puisque nous parlerons de tout ce qui les dépasse. Partir, voilà. C'est une façon, au fond, de vous dire qu'on est très triste que vous partiez. Voilà, mais merci d'être venu, merci de nous être fidèles et merci d'être ce que vous êtes. À l'année prochaine.